Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue dans votre édition de Rabat. Dans un instant, le premier journal de cette édition, suivi à 19 h 45 de notre dossier du jour. Aujourd'hui, nous recevrons Driss El Yazami, le président du Conseil national des droits de l'homme. Il nous parlera du forum qui se tient à partir de demain et pour la 6e année consécutive en marge du festival d'Essaouira, un forum des droits de l'homme qui sera entre digital et culture. Et puis nous irons à Essaouira justement à la fin de cette édition pour notre rendez-vous culture. Nous rejoindrons Neila Tazi, la directrice du festival qui souffle cette année ses 20 bougies. Elle nous parlera de la programmation et de l'esprit de ce festival. Mais tout de suite, c'est l'heure de la première édition du journal avec Manal El-Akhdari. Bonsoir Manal. Bonsoir Hanan, heureuse de vous retrouver dans Afrique Soir. C'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. À la une de l'actualité, le présumé trafiquant de drogue Saïd Chaou a été arrêté aux Pays-Bas. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement marocain, Mustafa Al-Khalfi. Son extradition faisait l'objet d'une tension diplomatique entre le Maroc et les Pays-Bas. Et puis en Irak, la reprise de la ville de Mossoul est probablement une question de jours. C'est ce qu'estime la coalition internationale menée par les États-Unis qui combat Daesh. Les forces irakiennes poursuivent leur offensive dans quelques zones de la ville. Les développements dans quelques minutes. Et puis, culture en fin de journal, le festival Gnawa et musique du monde s'est ouvert aujourd'hui à Essaouira. L'événement souffle cette année sa 20e bougie. Reportage dans cette édition. Avant de développer ces titres, sachez que le ministre d'État marocain chargé des droits de l'homme, Staff Armid, et le ministre de la Justice, Mohamed Oujar, vont tenir des rencontres avec les organisations de défense des droits de l'homme sur les événements d'Al Hoceima. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Rabat le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement Mustafa Al-Khalfi. S'exprimant lors d'un point de presse au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Mustafa Al-Khalfi a ajouté que ces rencontres, dont la date n'a pas été fixée, seront consacrées à l'examen des différents développements en relation avec les événements d'Al Hoceima et à la coordination avec le Conseil national des droits de l'homme à ce sujet. Au Maroc, toujours un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, et on revient en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. On enchaîne maintenant avec un développement important dans le traitement de cette affaire liée au crime organisé. L'ex-parlementaire présumé trafiquant de drogue Saïd Chaou, on en parlait en titre, a été arrêté aux Pays-Bas et sera extradé au Maroc. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à Rabat le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement Mustafa Al-Khalfi. Plus de détails dans ce récit de Khadija Hassan. Saïd Chaou, enfin derrière les barreaux après 7 ans d'attente. Le Maroc avait émis en 2010 un avis de recherche pour l'arrestation du présumé trafiquant de drogue, sur lequel pèsent de lourdes accusations. Chaou fait en effet l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux. Le premier émis par la justice marocaine pour association de malfaiteurs, crimes d'homicide et corruption, et le second depuis 2015 pour trafic international de stupéfiants. حيث أخبر المجلس بأن اليوم شهد إلقاء القبض بهولندا. Le ministre des Affaires étrangères nous a informé de l'arrestation aujourd'hui aux Pays-Bas du dénommé Saïd Chaou, et ce dans le cadre de l'application de la loi d'extradition au Maroc pour qu'il réponde aux accusations dont il fait l'objet. Et son arrestation se prépare depuis plusieurs mois, où des renseignements précis ont été communiqués aux autorités néerlandaises sur l'implication de ce trafiquant présumé dans le financement de certains milieux au nord du Maroc. Le ministère marocain des Affaires étrangères avait indiqué de son côté que des contacts ont eu lieu la semaine dernière entre les autorités marocaines et néerlandaises au sujet des agissements de ce trafiquant de drogue d'origine marocaine résidant aux Pays-Bas. L'arrestation de Chaou constitue une reconnaissance de la crédibilité de la justice marocaine et de la fiabilité des accusations portées par le Maroc contre Chaou.
بالمجهودات التي تبذلها بلادنا. Saïd Chaou sera jugé au Maroc conformément à la loi en vigueur. Et cette arrestation conforte le Royaume et son partenaire néerlandais dans leur engagement commun contre le crime organisé. On reste au Maroc et on parle économie. C'est un accord de don d'un montant global de 649 000 $. Le groupe de la Banque africaine de développement et le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement ont signé aujourd'hui l'accord à Rabat. Objectif, consolider les capacités de formation et d'assistance technique du CAFRAD. Ce don est financé par le Fonds d'assistance technique pour les pays à revenus intermédiaires. Selon la directrice générale adjointe de la BAD pour l'Afrique du Nord, ce don vise à renforcer les capacités du centre pour lui permettre de former un plus grand nombre de cadres publics en matière de gouvernance économique et financière. Pour en savoir plus sur cet accord, je vous propose d'écouter l'éclairage de Madame Yacine Fall, directrice générale adjointe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique du Nord. On l'écoute. Le groupe de la Banque africaine de développement est ravi, se réjouit d'appuyer une étude stratégique qui a pour objectif la transformation du CAFRAD, l'institution qui a plus d'une cinquantaine d'années, pour permettre que les conclusions et les recommandations de cette étude puissent faciliter la transformation du CAFRAD en un centre d'excellence de classe mondiale qui va permettre d'être le réceptacle de programmes de recherche et de formation pour les personnes en charge des administrations publiques, renforcer leurs compétences, renforcer leurs capacités pour permettre de répondre aux défis de la transformation du continent. Dans le chapitre politique, cet entretien d'hier entre le président français et son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, Emmanuel Macron a soumis à Abdelaziz Bouteflika des propositions concrètes pour relancer le processus de paix au Mali, selon l'entourage du président français. C'est le troisième appel téléphonique de Macron à Bouteflika depuis son élection à la présidence de la République. Il a eu lieu à quelques jours du voyage du président français au Mali pour le sommet du G5 Sahel. La situation sécuritaire au Mali et les négociations de paix seront discutées au sommet qui se tiendra dimanche à Bamako. Souvenez-vous, 116 personnes ont péri en 2014 dans le crash d'un avion d'Air Algérie. Aujourd'hui, la compagnie espagnole Swiftair est inculpée. Les juges soupçonnent d'importants manquements dans la formation des pilotes selon des sources proches du dossier. La compagnie de leasing a été mise en examen pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. C'est d'ailleurs la première mise en examen dans cette affaire. Dans le détail, le crash a été provoqué par la non-activation du système anti-givre des sondes moteurs par les pilotes. C'est le résultat d'une expertise judiciaire rendue en public en décembre dernier. En Irak, maintenant, c'est une grande victoire pour les forces armées. Elles ont annoncé aujourd'hui la reprise aux extrémistes à Mossoul du site de la mosquée Al-Nouri. C'est là où le chef de Daesh a fait en juillet 2014 son unique apparition publique et l'offensive des forces irakiennes se poursuit à Mossoul, la deuxième ville du pays. Khadija Hassan pour les précisions. Le drapeau irakien flotte de nouveau au sommet d'Al-Hadba, le minaret penché de Mossoul. De plus près, c'est un amas de ruines qui reste de l'un des symboles forts de Daesh, la grande mosquée Al-Nouri, la même où le chef du groupe terroriste avait proclamé son califat en 2014 et réduit en cendres. En s'emparant de ce symbole, l'armée irakienne porte un coup dur à Daesh au cœur de son autoproclamée capitale, Mossoul. Nous faisons partie du service antiterroriste. Nous nous trouvons dans le périmètre de la mosquée Al-Nouri. Nous avons pu libérer la mosquée en entier. Une avancée de taille, puisque Daesh ne contrôle plus qu'une portion de la vieille ville de Mossoul. Mais les combats ne sont pas finis. Les derniers combattants de Daesh se mêlent à la population pour mener des opérations suicides, une tentative pour retarder leur chute. Nous rencontrons des difficultés à libérer les civils. Certaines familles n'ont plus rien à manger.
Nous nous battons pour leur assurer une traversée sans danger et un toit pour certains. Nous avons réussi à ouvrir des passages sécurisés pour qu'ils fuient les combats. Depuis le 18 juin, quelques 8000 personnes ont réussi à fuir la ville, mais ils sont 5000 civils pris au piège des combats, servant de bouclier humain aux combattants de Daesh. Mossoul est aujourd'hui une ville complètement détruite, notamment les vieux quartiers qui comprennent de nombreux trésors architecturaux, dont des édifices datant du XIe siècle. En chiffre, Daesh a perdu 60% du territoire occupé en Irak et en Syrie et 80% de ses revenus. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet d'analyse IHS Markit publiée aujourd'hui. Rappelons qu'une coalition internationale conduite par les États-Unis mène des frappes aériennes contre les extrémistes depuis l'été 2014. On fait à présent le point sur l'avancée des forces de Bachar al-Assad sur l'ensemble du territoire syrien avec Fabrice Balanche, chercheur au Washington Institute for Near East Policy. On l'écoute. L'armée syrienne, les forces de Bachar el-Assad ont beaucoup progressé ces derniers mois dans l'est de la Syrie. Là, aujourd'hui, ils sont à proximité de Raqqa, en ayant profité de l'affaiblissement de l'État islamique à l'est d'Alep. Et puis surtout dans le désert syrien, on les a vus rejoindre la frontière syro-irakienne, encerclant donc cette fameuse base américaine de Tanef, reprenant le contrôle d'une grande partie du désert syrien. Et là, l'objectif, il est clairement maintenant d'aller au secours de la garnison syrienne qui est coincée à Deir ez-Zor, encerclée depuis plus de 2 ans par l'État islamique, pour reprendre pied dans cette vallée de l'Euphrate qu'il ne compte pas abandonner aux États-Unis. Et pas loin de la Syrie, on part au Liban. Eh bien, les réfugiés syriens boostent l'économie libanaise. Les petits commerces ont repris vie grâce à un boom des achats des réfugiés bénéficiant de cartes de débit distribuées par l'ONU. Pour en parler, on rejoint en direct notre correspondante à Beyrouth, Mélanie Houé. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors, les réfugiés syriens sont crédités de 27 $ par mois et par personne grâce à une initiative du Programme alimentaire mondial. Comment ces réfugiés sont-ils accueillis au Liban ? Alors, au tout début de la crise, les Libanais ont accueilli les Syriens avec autant de générosité qu'ils le pouvaient. Mais après 6 ans de conflit, leur présence est aujourd'hui ressentie comme un fardeau. D'après les Nations Unies, le Liban compte un peu plus d'1 million de réfugiés. Mais l'ONU a cessé de les enregistrer depuis 2015. Or, les frontières très poreuses continuent d'être traversées. Donc, le gouvernement, lui, estime davantage à 1,5 million, voire 2 millions, le nombre de Syriens au Liban. Et cela représente près du tiers de la population. Les conséquences sont donc à lourdes à porter pour l'État au niveau économique, humanitaire, mais également sanitaire. Résultat, les tensions sont de plus en plus vives. Et nombreux sont les ONG qui dénoncent des violences et des arrestations arbitraires à l'encontre des Syriens. Mais ici, la question reste sensible, car l'arrivée massive de ces réfugiés, au-delà du douloureux souvenir de 30 ans d'occupation syrienne, réveille les divisions politiques libanaises elles-mêmes sur le conflit voisin. Alors on l'a dit, Mélanie, l'activité commerciale est de plus en plus intense au Liban. Peut-on établir un lien entre la présence des réfugiés syriens et ce dynamisme ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, il est important de le souligner car contrairement aux idées reçues, il existe des impacts positifs à la présence des réfugiés syriens au Liban. La mise en place de la monétarisation de l'aide humanitaire a, par exemple, elle, permis de rebooster l'économie locale. C'est-à-dire que les petits commerces bénéficient des achats des réfugiés disposant de cartes de débit. C'est ce que j'ai pu constater personnellement dans le nord du pays, à quelques kilomètres seulement de Tripoli, lors d'un reportage avec l'association Solidarité Internationale, qui est une des 6 ONG qui, depuis 2 ans, a mis en place le Lebanon Cash Consortium. Alors, qu'est-ce que c'est? Le LCC, c'est un programme qui verse l'équivalent de 143 $ par mois aux familles syriennes les plus vulnérables sur une carte bancaire. Et d'après l'AFP, certains propriétaires de magasins auraient ainsi multiplié par 6 leurs recettes annuelles. Et pour cause, d'après l'ONU, les Syriens auraient en effet dépensé près de 800 millions d'euros dans les échoppes locales libanaises. Merci beaucoup Mélanie pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth. Aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a de quoi se réjouir. Washington resserre ses frontières dès aujourd'hui. Les nouvelles restrictions d'entrée prévues par le décret anti-immigration sont entrées en vigueur. L'administration américaine tente de dissiper le flou sur leur champ d'application. C'est un récit signé Alison Fernandez. Un décret très controversé, remis partiellement en vigueur par la Cour suprême des États-Unis.
C'est donc à partir d'aujourd'hui que vont s'appliquer les nouvelles restrictions d'entrée sur le sol américain, mais de nombreuses questions restent en suspens. Qui sera admis et qui sera refoulé, le flou demeure. Ce décret anti-immigration de Donald Trump, censé prévenir l'arrivée de terroristes étrangers, interdit aux ressortissants de 6 pays musulmans d'entrer aux États-Unis pendant 90 jours et aux réfugiés du monde entier pendant 120 jours. Les pays musulmans concernés par cette restriction sont la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan et la Somalie. Mais les hauts magistrats ont tempéré sa portée. Le texte ne s'appliquera pas à qui pourra justifier d'une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'une relation valable ? Les experts redoutent une multiplication des procédures autour de l'interprétation de cette notion et un déluge d'actions en justice. Ce resserrement des frontières était l'une des mesures phares de campagne de Donald Trump, mais après une série de réactions outrées tout autour de la planète, le premier décret avait été suspendu le 3 février dernier par un juge fédéral, tout comme l'avait été la deuxième mouture du texte en mars. Ce lundi, la Cour suprême a annoncé qu'elle examinerait en audience la seconde version du décret migratoire en octobre prochain. Mais à ce moment-là, l'enjeu pourrait bien être plus que théorique, car les mesures s'appliqueront déjà. Cette décision offre au président américain une chance d'emporter une victoire judiciaire finale, venant annuler les camouflets subis. Allez, de la culture dans ce journal, c'est un rendez-vous artistique très attendu, le festival Gnawa et musique du monde des Saouira au Maroc. Son coup d'envoi a été donné aujourd'hui. L'événement souffle cette année sa 20e bougie. Au menu, vous avez rendez-vous avec plus de 30 concerts assurés par une centaine d'artistes. L'équipe de Médien TV était hier sur place. Moulay El Hassan aux côtés de la troupe Band of Gnawa pendant leur balance. C'est un reportage signé Ilham Brada et Hayat Ziani. C'est parti donc pour une nouvelle édition, la 20e plus précisément. La place Moulay Hassan vibre déjà aux premières notes de musique avant le coup d'envoi ce soir. L'équipe du festival a mis les bouchées doubles pour honorer la musique gnawi intimement liée à la religion. Avant, les Ma'alim Gnawi travaillaient à la maison ou dans les zaouïas. Aujourd'hui, c'est l'émergence d'une nouvelle expérience et surtout des métiers de la scène. Cette musique a conquis un nouveau public ici et à l'international. C'est un bel acquis pour Tegnawi. Le festival de Gnawa des Saouira, une expérience musicale folle et audacieuse qui a marqué les esprits. Band of Gnawa et à sa tête Loy Erlich sont les témoins de cette aventure qui dure depuis 1998. J'étais loin d'imaginer que tout ça pourrait se passer, que les Gnawa seraient sur des grandes scènes, qu'il y aurait des fusions comme on les fait maintenant. Bon, mais c'est ça qui est bien dans la vie, on ne peut jamais savoir ce qui va arriver. Mais en tout cas, les Gnawa, oui, c'est une belle chose que cette musique profonde, puissante, puisse perdurer dans un monde où justement toutes les traditions ont tendance à se perdre. 3 jours de musique, une trentaine de concerts et une centaine d'artistes qui donnent à ce début d'été souhaité une tonalité exceptionnelle. Le soleil, la mer, la fête, pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le JT de l'économie, c'est dans quelques instants avec Oumaima Sibila tout de suite.